Bonjour, chers frères étudiants, chers étudiantes, chers étudiants en communication, plus précisément. Merci aussi au Club Communion d'avoir été là pour recueillir quelques de nos points de vue, de notre vécu en communication, notamment à travers deux cours que sont la sociologie des médias et aussi l'espace public. Nous allons commencer par faire une sorte de résumé concernant le cours de sociologie des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui la problématique des médias et de l'influence de ces derniers-là pose certains problèmes dans la société, et notamment la société sénégalaise. Nous avons fait un tutoriel pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette problématique de l'influence, mais aujourd'hui nous allons en faire une autre pour approfondir la compréhension ou aussi donner l'occasion aux étudiants qui n'étaient pas présents lors du tutorat d'avoir une certaine base de connaissances sur ce cours-là. Bon, lorsqu'on parle de sociologie des médias, il faut savoir qu'il y a un diptyque, c'est-à-dire qu'il y a deux parties dans ce cours-là. Il y a la partie où il faut comprendre les traditions sociologiques et la deuxième partie, c'est là que viennent les théories. Donc, concernant la première partie, il faut savoir qu'en sociologie des médias, on a deux traditions, la tradition individualiste et la tradition holiste. Lorsqu'on parle d'holisme, c'est quoi? C'est la tradition qui fait référence aux travaux d'Émile Durkheim. Durkheim peut dire qu'aujourd'hui, pour comprendre la société, il faut procéder par une approche globale. Il faut étudier toutes les composantes de la société pour comprendre cette dernière-là. Il pense que ce n'est pas possible de procéder par une analyse individualiste pour comprendre toute la société. Par exemple, aujourd'hui, s'il s'agissait de faire une étude à Saint-Louis, il faut comprendre tous les foyers saint-louisiens pour comprendre la société saint-louisienne en global. Donc c'est ça l'holisme. Le holisme, c'est une étude qui dit que pour comprendre une entité, il faut procéder par étudier toutes les parties prenantes de cette entité-là. Et si on convoque Max Weber, c'est lui qui théorise l'individualisme. Et l'individualisme, comme son nom l'indique, pour comprendre la société, il ne suffit pas d'interroger toutes les parties prenantes de cette société-là, mais il suffit tout simplement de convoquer l'individu. Si vous comprenez l'individu, vous parviendrez alors à comprendre la société dans sa globalité. Donc c'est ce qu'il faut comprendre à travers les traditions. Il y a d'abord le holisme et l'individualisme. Le holisme procède par une étude globale, alors que l'individualisme procède par l'individualité pour comprendre la société globalement. Donc après cela, il faut comprendre ce qu'on entend par sociologie. La sociologie, c'est quoi? La sociologie, c'est l'étude des faits sociaux. L'étude des faits sociaux, c'est la science qui étudie les rapports des hommes en société. Donc c'est une définition vraiment qu'il faut comprendre avant de comprendre la sociologie des médias. Si on s'interroge sur la définition relative à la sociologie des médias ou à la sociologie de la communication, ce n'est que l'étude de la sociologie qui est appliquée à la communication. Et c'est ça que vient la problématique de l'influence des médias. Et nous en sommes maintenant aux théories. Pour comprendre les théories aussi, il faut commencer par la théorie des influences de la réception. Comme on a l'habitude de le dire, on a différentes catégories en communication de théories. Il y a des théories réceptionnistes et les théories de la réception. Ce sont des théories qui traitent de l'impact des médias ou de l'influence des médias sur les individus. Il y a ce qu'on appelle les théories fonctionnalistes. Ce sont des théories qui parlent de l'usage des médias par les personnes. Mais aussi, il y a les théories critiques. Ce sont des théories dans lesquelles les auteurs essaient de dire arrêt sur certains comportements, sur certaines manières de faire, sur certaines sociétés. Donc c'est ces différentes catégories de théories que l'on a en communication. Bon, d'abord, on a la théorie de la piqûre hypodermique de Harold Laswell, la théorie des effets illimités de Harold Laswell. C'est une théorie dite de réception. C'est une théorie réceptionniste dans laquelle l'auteur dit que les médias sont assez forts, assez puissants, que tout ce qu'ils véhiculent comme habitude, comme comportement, comme manière de faire, de s'habiller, ça sera automatiquement imité, ça sera automatiquement reproduit par les individus qui sont considérés comme sans esprit critique, sans moyen de discernement. L'auteur veut dire que les médias sont comparables à ce qu'on appelle la piqûre hypodermique.
le fait que lorsque le patient va à l'hôpital, qui souffre d'une maladie, la seringue que le médecin lui injecte, le fait qu'il n'y a pas un dispositif de défense qui permet qui interdit à la seringue d'entrer dans la chair humaine, il fait une certaine comparaison avec la force des médias, c'est-à-dire les effets sont directs. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les médias et les cibles. Donc à chaque fois que par exemple vous regardez un film, une série, les valeurs qui seront véhiculées à travers ce film-là, à travers cette série-là, automatiquement, s'il s'agit d'une manière de parler, vous allez commencer à parler de cette manière. S'il s'agit d'une manière de s'habiller, vous allez commencer à s'habiller de cette manière. Ça veut dire qu'à ce moment-là précis, vous n'avez pas votre esprit critique avec vous. Car même si vous l'aviez avec vous, c'est la force des médias qui l'hypnotise à tel point que vous allez suivre directement ces valeurs-là, ce comportement-là. À ce moment-là, on ne vous considère pas comme un récepteur actif, mais vous êtes un récepteur passif. Vous consommez et sans pour autant même savoir si ce que vous imitez là, c'est propre à votre culture, à votre conviction ou à votre enseignement qu'on vous a inculqué depuis le bas âge. Donc c'est ce qu'il faut comprendre à travers la théorie de la piqûre hypodermique. C'est une théorie dans laquelle l'auteur essaie de faire une métaphore entre la force des médias sur les individus. Cette force-là font que les médias puissent impacter le comportement des gens, que les médias puissent modifier le comportement, les valeurs d'une société. C'est comparable à la force de la piqûre hypodermique sur la chair humaine. Donc c'est ça la piqûre hypodermique de Harold Laswell. Maintenant, en deuxième lieu, il y a ce qu'on appelle la théorie des effets limités ou la communication à deux étapes de Paul Lazarsfeld. C'est une théorie qui vient en contradiction par rapport à la première théorie dite de piqûre hypodermique. Donc, Paul Lazarsfeld essaie de nous dire que les médias ne sont pas si puissants comme le pense Harold Laswell, parce qu'il y a des dispositifs qui permettent aux gens de se soustraire de la domination des médias ou des impacts des médias. Il dit que les individus appartiennent à des groupes primaires. Ces groupes primaires-là, l'impact qu'ils font sur la personne est beaucoup plus important que l'impact que les médias font sur lui. Il veut dire que les gens appartiennent à des groupes primaires. Ce sont les leaders d'influence et les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion sont les personnes dont les paroles sont bien écoutées dans la société. On a donné l'exemple de l'imam du quartier, on a donné l'exemple des notables ou même des Badjanougor. Toutes les personnes dont les paroles sont bien écoutées ou bien suivies dans la société. On appelle leader d'influence toute personne qui a de l'autorité sur la personne. On peut dire que c'est un parent, un grand frère, une maman, un père. Donc il dit que, pourquoi dit-il que les effets des médias ne sont pas directs, ce sont des effets indirects, parce qu'il y a des intermédiaires entre les médias et les récepteurs. Il dit que par exemple, si aujourd'hui vous regardez une série et après cette série-là, vous commencez à copier les comportements, les habitudes qui ont été véhiculés à travers cette série, il y aura l'imam du quartier, il y aura votre mère ou votre père, il y aura les Badjanougor qui vous diront que cette manière de faire-là ne doit pas être faite par ta personne, parce que ce sont des valeurs qui sont aux antipodes de vos réalités. À ce moment-là, vous allez abandonner cette manière de faire, ou bien, même si vous le faisiez, vous ne le ferez jamais devant ces personnes-là. Il dit que les effets des médias sont indirects. Ce ne sont pas des effets puissants, comme le pense Harold Laswell, parce que les groupes primaires auxquels appartiennent les personnes sont des filtres de l'information, c'est-à-dire ils diminuent l'impact que ces médias devraient avoir sur la personne. Donc c'est ça que l'on appelle les groupes primaires. Ces groupes primaires-là sont là pour diminuer la force des médias par rapport aux individus qui regardent ces médias-là. En deuxième lieu, il dit que, pourquoi aussi il affirme que les médias ne sont pas si puissants. Il dit que les hommes sont dotés d'esprit critique. Cet esprit critique-là leur permet de choisir entre ce qu'on appelle l'assonance cognitive et la dissonance cognitive. Quand on parle d'assonance cognitive, on donne l'exemple, par exemple, lorsque vous êtes devant la télé et que vous regardez un programme et qu'il arrive qu'il y a une petite portion dans ce programme-là qui véhicule votre culture, à ce moment-là, vous allez davantage vous concentrer, vous allez augmenter le volume de la télévision ou vous allez même vous rapprocher de la télé. Pourquoi? Parce que vous trouvez de l'intérêt à travers ce programme-là. Parce que ce programme est en train de véhiculer votre culture, votre foi religieuse. Donc c'est ça l'assonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est seulement le contraire. Lorsque vous regardez un programme télévisé ou lorsque vous écoutez la radio ou lorsque vous surfez sur Internet et que vous voyez qu'il y a une portion dans laquelle
on véhicule des valeurs qui sont aux antipodes de votre croyance. Donc à partir de ce moment-là, vous allez diminuer le volume ou vous allez tout simplement éteindre la télévision. C'est ça la dissonance cognitive. Et Paul Lazarsford dit que si une personne est dotée d'un esprit critique qui lui permet de savoir que cette chose-là est bonne concernant ses croyances et que cette personne l'adopte, ou bien que cette chose-là est mauvaise pour ses croyances ou sa culture et que la personne s'en débarrasse, donc cette personne-là est dotée d'un esprit critique. Et toute personne qui est dotée d'un esprit critique, les médias ne peuvent absolument rien faire de lui comme influence négative ou positive. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi à travers la théorie des effets limités de Paul Lazarsford. Il vient pour contredire à peu près la pensée d'Harold Lasswell. Donc il dit qu'il y a les groupes primaires. Les groupes primaires, ce sont les leaders d'influence, les leaders d'opinion, qui sont là pour diminuer l'impact des médias sur les personnes. C'est pourquoi on parle de two-step flow of communication. La communication a 2 étapes. Il y a des étapes. L'esprit critique est là pour diminuer l'effet des médias sur la personne. Mais aussi, il y a les groupes primaires, c'est-à-dire vos parents, les autorités du quartier, les gens qui sont influents dans la société. Donc, à travers ces 2 arguments-là, il dit que donc, les médias n'ont pas des effets directs, mais les effets sont indirects. Parce que entre les médias et les récepteurs, c'est-à-dire les individus, il y a des personnes qui se dressent pour diminuer l'impact de ces médias sur eux. Donc, c'était la pensée de Paul Lazarsford. Les effets limités de la communication. Si on continue avec l'agenda setting est une des théories aussi de la réception, parce qu'on avait dit qu'on appelle théorie de la réception toute théorie qui traite de l'impact des médias sur les gens. C'est une théorie qui a été théorisée par Maxwell, Malcolm et Donald Shaw, 2 auteurs. Ils disent tout le contenu de leur théorie à travers cette formule. Les médias ne nous disent pas ce qu'il faut penser, mais ce à quoi il faut penser. C'est une théorie qui veut nous faire comprendre que les médias sont tellement puissants dans la société. Les médias occupent une place très importante, ou même centrale, dans le dispositif même du fonctionnement de la société. Ils disent qu'ils sont tellement puissants que tout ce que nous voulons avoir comme ordre du jour, que tout ce que nous voulons avoir comme débat d'actualité, ce sont les médias qui le proposent. À chaque fois que les médias changent leur programme, nous aussi, dans la société, dans nos discussions, dans les arbres à palabres, dans l'hémicycle national, dans les amphithéâtres, les allées, tous les gens débattent de ce sujet-là. Je voudrais donner l'exemple, par exemple, lorsqu'il s'agit du procès entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, lorsque les médias dressent ce procès-là à la une de leur titre, forcément, toute la journée, les gens vont en débattre. Lorsque les médias changent de sujet pour parler des présidentielles de 2024, les gens aussi, dans les places publiques, vont changer de débat et chacun est appelé à donner son point de vue sur ce titre-là proposé par les médias. Ça veut dire que ce sont les médias qui nous disent que vous, la société, ce dont vous parlez tous les jours, c'est nous qui allons les proposer. Donc c'est pourquoi on parle de agenda setting, c'est-à-dire la proposition de l'ordre du jour. Donc l'ordre du jour, chaque jour, ce dont nous parlons dans la société, les questions que nous traitons, les questions à partir desquelles nous sommes appelés à donner nos points de vue ou nos postures, ce sont les médias qui les mettent à notre disposition. Donc c'est ce qu'il faut comprendre aussi à travers cette théorie. C'est une théorie dite réceptionniste, parce que ça parle de l'impact des médias sur nous. Parce que si les médias ont la capacité, ont la force d'impacter nos débats de tous les jours, de nous faire choisir des sujets auxquels nous sommes tenus à débattre, donc ça veut dire que les médias ont un impact ou une influence sur nous. Donc c'est pourquoi on classe cette théorie-là parmi les théories qui sont réceptionnistes. Et ça veut dire que les médias ne nous disent pas ce qu'ils font passer, ce qu'il faut penser, mais ça à quoi il faut penser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les sujets d'actualité, les débats d'actualité, tout ce dont nous sommes appelés à donner notre point de vue, ce sont les médias qui en définissent les prérogatives. Donc c'était la théorie de l'agenda setting de Maxwell Malcolm et de Donald Shaw. Il y a aussi le déterminisme technologique de Marshall McLuhan. Le déterminisme technologique de Marshall McLuhan, c'est tout aussi simple comme la piqûre écodermique de Harold Lasswell. Ce sont des théories qui sont vraiment proches en matière d'argumentation. Marshall McLuhan dit que dans chaque société, la technologie dominante qui règne dans cette société-là, c'est cette technologie qui va définir les manières de faire, de penser des habitants de cette société. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
l'Internet est le média dominant dans notre société. Donc ça veut dire que c'est l'Internet qui va impacter nos manières de faire, nos manières de penser avec les réseaux sociaux numériques. Aujourd'hui, c'est très rare de voir une personne dotée d'un téléphone Android et qui n'a pas ces applications qui nous permettent de savoir l'actualité, qui nous permettent de nous doter de connaissances nouvelles, qui nous permettent d'aiguiser notre culture générale. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une technologie dominante dans une société, c'est cette technologie forcément qui va déterminer les manières de faire des pensées des habitants de cette société. Donc c'est une théorie réceptionniste parce qu'elle dit que les comportements des gens vont seulement être influencés par la technologie qui domine dans cette société-là. Donc aussi c'est une théorie qui est un peu proche de la pensée de Harold Laswell. Il y a aussi l'école de Francfort qui est classée parmi les théories dites critiques. Donc c'est une théorie dans laquelle les auteurs Habermas, Theodor Adorno, Horkheimer disent que c'est une théorie dans laquelle ils critiquent la société de masse. C'est quoi la société de masse? Une société dans laquelle les bourgeois se croient être la haute classe alors que les prolétaires sont délégués au second plan. C'est une théorie dans laquelle aussi ces trois auteurs que je viens de citer critiquent le fait que les bourgeois qui détenaient les moyens de production, les moyens de diffusion, utilisaient les médias pour endormir ou même pour hypnotiser les classes prolétaires. Ce qui veut dire que les médias étaient délaissés aux soins des prolétaires qui passaient tout leur temps sur ces contenus médiatiques au moment où les bourgeois continuaient à se développer, à améliorer leur situation de bourgeoisie. Donc c'est un point de vue venant de ces trois auteurs-là. Ils font partie de la classe prolétaire. Ils critiquent le fait que les médias sont utilisés, sont instrumentalisés pour endormir les masses prolétaires. Ils disent que les prolétaires, au même titre que les bourgeois, devaient avoir le même accès à l'information, mais ce n'était pas le cas en Francfort. Francfort qui était une ville en Allemagne. Donc c'est la première critique, le fait que les bourgeois, ceux qui détenaient les richesses, les moyens de production, les moyens de diffusion, utilisaient ces médias-là pour endormir les masses prolétaires. Et ces masses prolétaires-là, au lieu même de penser sur l'amélioration de leur situation de pauvreté, passaient tout leur temps sur ces réseaux sociaux au moment où les bourgeois, eux, cherchaient à améliorer leur situation, à se développer davantage pour augmenter l'écart entre la bourgeoisie et le prolétariat. Et la seconde critique, c'est une critique concernant l'appellation de la société, parce que les bourgeois disent que ce sont la classe élite ou les classes hautes, alors que les prolétaires, qui étaient les couches les moins favorisées, étaient la classe basse. Donc ces auteurs-là disent qu'il n'y a pas de culture supérieure à une autre culture. Toutes les cultures se valent, mais aussi toute culture a une valeur qu'une autre culture n'a pas. Donc il n'y a pas lieu de procéder à des dominations, des appellations ou des dénominations pour dire qu'il y a une classe haute pour les bourgeois et il y a une classe basse pour les prolétaires. Ils disent que toutes les cultures se valent et toute culture a une valeur qu'une autre culture ne possède pas. Donc ce sont les deux critiques essentielles de l'école de Francfort. Mais aussi, il faut rappeler qu'il y a des limites par rapport à cette pensée. La première limite, c'est la partisanerie des auteurs de l'école de Francfort. Qu'est-ce qu'on appelle partisanerie? C'est le fait d'être partisan ou de prendre parti. Par exemple, un scientifique, on lui interdit de procéder par une démarche dans laquelle il prend parti. Il doit avoir une démarche neutre, une démarche tout objectif, loin des subjectivités. Ça veut dire que les prolétaires, ces trois auteurs-là que je viens de citer, Horkheimer, Habermas, Theodor Adorno, ils font partie des familles de Kant. Kant qui avait déclaré cette formule si populaire: prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Parce que les prolétaires vraiment n'étaient pas bien considérés dans la société, ils étaient défavorisés. Et ces auteurs-là font partie de la classe prolétaire. Et c'est parce qu'ils font partie de cette classe-là qu'ils jugent ou qu'ils critiquent la classe bourgeoise. Alors qu'un scientifique ne doit pas procéder de la sorte. Un scientifique, même à travers ses œuvres, s'il s'agit de critiquer l'ethnie, l'appartenance sociale à laquelle il appartient, il doit le faire et taire ses émotions, ses subjectivités. Il doit être objectif, neutre et ne doit pas prendre parti. Il doit être impartial tout au long de ses recherches scientifiques. Mais ce n'était pas le cas. Ces trois auteurs-là, c'est parce qu'ils font partie de la classe prolétaire qu'il se dressait contre la classe bourgeoise, alors qu'un scientifique, on lui interdit cette démarche-là, qui n'est pas neutre, qui n'est pas objective. La seconde limite, c'est que ces auteurs-là
n'ont pas fait de l'empirisme. Leurs travaux ne sont pas empiriques. Qu'est-ce qu'on appelle l'empirisme? L'empirisme, c'est la partie du travail scientifique qui est consacrée au terrain. Je disais lors du tutorat qu'il y a la partie théorique, il y a la partie pratique. La partie théorique est consacrée à la documentation, au fait de trouver des livres, des sources pour se doter de connaissances concernant le sujet sur lequel vous travaillez. Mais après cela, il doit avoir une partie beaucoup plus pratique, c'est la descente sur le terrain. Par exemple, vous êtes appelé à faire une enquête au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et vous avancez des chiffres, dites que l'UGB est composé, par exemple, de 1000 étudiants. Après cela, vous devez descendre sur le terrain pour constater les faits, pour savoir si ces 1000 étudiants-là effectivement résident au campus social. Mais ces auteurs-là, au moment de dire ces déclarations, au moment de dire que les médias sont utilisés contre les prolétaires pour les endormir et que les bourgeois se considèrent comme la classe haute, ce n'est pas parce qu'ils sont descendus sur le terrain pour avancer ces propos-là, mais chacun est resté sur son coin pour faire ces résultats scientifiques-là. Alors que, avant de procéder à la promulgation de ces résultats, il faut d'abord descendre sur le terrain pour constater les faits. Donc ça, c'était le résumé de la pensée de l'école de Francfort.